Valérie Pécresse est arrivée, elle va approcher sur notre plateau. Merci beaucoup, merci de nous avoir rejoints. Valérie Pécresse, qui est donc arrivée deuxième dans cette compétition et qui a reçu aujourd'hui le soutien d'un grand nombre d'autres concurrents. Vous connaissez, j'ai envie de dire, Ah oui, Un peu, un peu. depuis Voilà. assez longtemps. Oui, c'est ça. Alors, ce soir, vous vous sentez comment? Comment vous ressentez ce score pour vous? Comment est-ce que vous l'analysez? Il y a plusieurs sensibilités aujourd'hui à droite. Et la question aujourd'hui, c'est qui pour les rassembler toutes, si je puis m'exprimer ainsi, la droite sociale de Xavier Bertrand, la droite des services publics de Philippe Juvin, la droite européenne de Michel Barnier, la mienne qui est puissamment réformatrice et forte sur le régalien, et puis celle d'Éric qui est encore plus forte sur le régalien. Moi, je crois qu'on arrivera à tous se rassembler samedi prochain. Alors, il a dit, Éric Ciotti, qu'il n'avait pas voté pour Emmanuel Macron. Vous l'aviez fait. Oui, face à Marine Le Pen. Oui. Il a dit aussi que vous étiez en quelque sorte plus centriste que lui, plus proche en fait d'Emmanuel Macron. Il y a des degrés dans toute chose. Mais ce que je sais, c'est que Emmanuel Macron a envoyé 5 ministres contre moi pour me faire battre aux élections régionales. C'est vous dire qu'il me craint, qu'il me redoute, parce qu'il sait que je peux le battre. Il sait que je peux le battre parce qu'il sait que mon programme est un programme de droite assumé, puissamment réformateur, qui va, j'allais dire, répondre aux problèmes que lui-même a créés, le mur de la dette, le mur des impôts, l'absence de réforme des retraites qui fait perdre leur pouvoir d'achat aux retraités, et le désordre à nos frontières, le désordre dans la rue, le désordre dans l'école. Donc oui, j'ai un programme extrêmement puissant, de droite assumé, de profonde rupture avec Emmanuel Macron. Quelle différence alors avec Éric Ciotti? Des différences sur un certain nombre de choix. Éric souhaite faire un Guantanamo à la française. Moi, je souhaite faire un crime d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire que les radicalisés, et il a raison de le dire, qui sont sur notre sol et contre lesquels nous ne sommes pas suffisamment armés, pour moi, ils passent devant un juge avant de pouvoir être mis en prison. Éric Ciotti? On a sur le régalien, c'est sans doute là où on a le moins de différences, bien sûr, parce que je crois me souvenir que Valérie, il y a quelques années, avait soutenu même un Patriot Act à la française. C'est dans le cadre de ce Patriot Act qu'il y avait le Guantanamo. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le Guantanamo? Aujourd'hui, on a 2540 terroristes islamistes ou radicalisés islamistes en prison qui sont sortis de prison depuis 2018 ou qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, ce que je propose, et c'est ça le sens de ma formule, c'est qu'on ait, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy pour les grands criminels sexuels, pour les pédocriminels, qu'on ait une mesure de précaution après la peine. Parce que ces gens, ils restent des bombes humaines. Et donc, il faut protéger la société. Et c'est ce que je formulais pour faire en sorte qu'on ait cette rétention de sûreté. Ça passe nécessairement par une réforme, sans doute, de la Constitution, mais le juge était aussi celui qui décidait, le juge de la liberté et de la détention. Alors on s'était mal compris et ça tombe bien qu'on en parle parce que moi, cette mesure, je l'ai mise dans la loi constitutionnelle parce que je veux présenter 2 lois constitutionnelles quand je serai élu. Une première pour stopper l'immigration incontrôlée, qui est déjà rédigée, et une deuxième pour assurer la sécurité des Français. Dans cette deuxième loi pour assurer la sécurité des Français, notamment réarmer la France contre l'islamisme, il y a cette mesure qui est effectivement de nature constitutionnelle, qui doit être validée par un référendum, de rétention de sûreté après la sortie de prison pour les terroristes djihadistes qui sortent. C'est une mesure qui est inspirée effectivement de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy sur les criminels pédophiles. Si je vous demandais en 2 mots vos différences, dans le fond, pour éclairer les militants et pour éclairer les adhérents, en quelques mots, quelle différence? Peut-être des racines territoriales différentes, mais ça, c'est le hasard de la géographie et c'est la beauté de la France. Moi, je suis plus au sud, Valérie, et plus en Île-de-France, mais au-delà, oui, on a eu ces différences en 2017, au moment de l'élection présidentielle. Moi, j'ai porté une opposition beaucoup plus franche
à ce pouvoir macronien dans lequel je n'ai jamais cru un seul instant. Et je pense aujourd'hui, et c'est une différence avec peut-être avec Valérie, au moment où elle a quitté notre famille politique quand Laurent Wauquiez y était, c'est de dire... Non, moi, je suis partie quand Laurent Wauquiez a démissionné. Après les élections Après qu'il ait européennes, démissionné. moi, je crois, c'est peut-être là la nuance ou la différence. Moi, je crois que notre pays a besoin de valeurs de droite très, très fortes, très assumées, parce qu'autrement, c'est l'extrême droite qui occupe ce terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu pour nous de casser les codes du politiquement correct, Et ça, vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Certains tabous et de porter un projet beaucoup plus à droite. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord pour porter des réformes extrêmement puissantes contre Emmanuel Macron. Et je l'ai dit, effectivement, moi, je suis présidente de région. Donc, quand on est président de région, quand il y a la crise Covid, on travaille avec le gouvernement. C'est une évidence. Mais comme toi, tu l'as fait quand tu étais président de département. On est obligé de travailler avec le gouvernement. Ça n'empêche pas d'être critique. Sur les tests, sur les max, sur la vaccination, j'ai dit ce que j'avais à dire sans faire de la crise Covid un enjeu politicien. Parce que ça, aucun Français ne l'aurait accepté. Mais j'ai quand même dit ce que j'avais à dire et j'ai quand même été beaucoup plus puissante que le gouvernement. D'ailleurs, ça les a beaucoup vexés que les régions puissent montrer qu'elles étaient beaucoup plus efficaces que l'État. Je le répète, Emmanuel Macron me combat et me combat non seulement dans les urnes, mais aussi financièrement, puisqu'il met ma région au régime sec. Mais au-delà de cela, moi je pense que le sujet, les différences, c'est peut-être sur nos réformes. Moi, je suis effectivement pour débureaucratiser, réduire les gaspillages de la sphère publique, supprimer 200 000 postes de fonctionnaires, mais je ne suis pas pour la flat tax. Je le dis, la flat tax, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus juste d'avoir un impôt progressif, parce qu'un impôt progressif, ça veut dire que chaque Français paye en fonction de ce qu'il gagne. Voilà, flat tax, c'est le même imposition que vous voulez à 15%. Oui, mais, voilà, de taux d'imposition. Mais sur la flat tax, d'ailleurs, je pense même que notre Constitution ne l'autorise pas. Parce que notre Constitution dit chacun doit cotiser en fonction de ce qu'il gagne. Donc moi, je ne suis pas favorable. Je suis plutôt favorable à l'impôt sur le revenu. C'est une vraie différence. Sur l'impôt sur les successions, Éric veut supprimer l'impôt sur les successions. Moi, je n'ai pas cet argent. Et aujourd'hui, je peux pas, je suis partie de la responsabilité. Aujourd'hui, dans mon programme, et malgré toutes les réformes que je fais, assurance chômage, retraite, débureaucratisation, décentralisation, je n'ai pas assez d'argent pour supprimer cet impôt sur les successions. Mais je pense qu'Éric a raison de dire qu'aujourd'hui, il faut accélérer les transmissions. Donc, ce que je propose, c'est un choc de transmission, qu'on puisse donner 100 000 euros à son petit-fils, son fils, son neveu, tout de suite là maintenant. Ça permet évidemment de faire circuler le patrimoine très vite, de donner un peu plus d'argent à nos jeunes, mais je n'ai pas dans mon programme. Moi, je veux vraiment réduire la dette, je veux réduire les impôts, réduire les déficits, baisser les impôts de production, redonner du salaire aux Français. Et dans mon programme, je n'arrive pas à faire tout ça. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes trucs, les mêmes propositions. Savez, et pardon, ma proposition sociale, je crois que Éric a parlé avant moi, donc je peux peut-être parler un petit peu moins. Vous allez avoir le temps. Vous allez avoir le temps. Ma proposition sociale, c'est celle qui consiste enfin, à différencier les revenus de l'assistanat des revenus du travail. Et pour le faire, comme on ne touchera pas aux minima sociaux à ce stade, je veux augmenter les revenus du travail. Et pour ça, j'ai besoin des économies que je fais pour pouvoir revaloriser les salaires de 10% jusqu'à 3 000 euros net. C'est une mesure très puissante pour tous ces Français qui se sentent complètement oubliés du gouvernement Macron et qui ne vivent pas dignement de leur salaire. C'est là où sans doute on a une différence, parce que moi je considère, à l'égal de ce qui a été fait aux États-Unis, qu'il faut commencer par baisser les impôts. On a le record du monde. Ah, mais moi aussi. On a le record du monde des impôts. D'ailleurs, nos deux programmes ont été chiffrés par l'IFRAP et ils sont à peu près au même niveau de baisse des dépenses publiques. Sur le quinquennat, l'IFRAP dit 35 milliards. Bon, moi, c'est un institut sur les dépenses. 35 pour toi. On est à 500 000 euros, à 5 milliards. 500 millions près. C'est le même chiffre. Mais moi, la différence, c'est que je commence par la diminution des impôts. Quand je parle de flat tax, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je souhaite qu'il n'y ait plus aucun taux sur l'impôt sur le revenu supérieur à 15%. La progressivité, elle resterait. Il y a aujourd'hui 60% des Français qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Cela continuerait à ne pas payer d'impôt sur le revenu, mais ceux qui gagnent moins qu'un SMIC,
il serait exonéré. Et au-dessus, le taux maximum serait 15%. Donc on garde la progressivité, c'est constitutionnel. Non. D'ailleurs, La progressivité, c'est d'augmenter le taux en fonction du revenu. La CSG, elle est proportionnelle. Oui. Il n'y a qu'un taux et elle est constitutionnelle. Oui, mais c'est pas Donc, un impôt, c'est une charge, c'est une taxe. Oui, elle est aussi sur des revenus. Oui. Elle est aussi sur des revenus. D'ailleurs, sur l'impôt sur les revenus, on paye une forme de CSG. Donc, il y a la proportionnalité qui a été validée par le Conseil constitutionnel, mais dans ma flat tax, l'idée, c'est de dire un Français qui paye 45% d'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, le jour de libération fiscale, c'est le 19 juillet, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 19 juillet, un Français travaille pour l'État. Donc, et puis après, sur les successions, Valérie dit 100 000 euros, c'est déjà ce qui existe en ligne directe. Non, parce que moi, c'est tous les 6 ans. Voilà, donc c'est tous les 15 ans, 100 000 euros. Moi, je propose qu'on supprime cet impôt sur la mort, parce que toute la vie, on a payé un impôt, sauf pour les très hauts patrimoines. Ça touche beaucoup de classes moyennes et qu'on ait une mesure aussi, là on se rejoint, des grands-parents vers les petits-enfants, plus puissantes, pour libérer aussi cette épargne qui est stérilisée, 5 700 milliards d'euros d'épargne. Si on arrivait simplement à en dégager par ces mesures qui exonèrent les droits de donation en ligne directe ou pour les grands-parents vers les petits-enfants, 1%, ça ferait 57 milliards d'euros. On aurait un puissant plan de relance qui, pour une fois, et là, je crois qu'on est forcément d'accord, ne serait pas financé par de l'argent public, mais débloquerait de l'épargne privée au service de la consommation pour permettre à un jeune de se lancer dans la vie. Voilà, donc moi, là-dessus, c'est sans doute une différence. Je considère que le contre-choc fiscal doit être la priorité, mais je l'accompagne naturellement, et là, on a à peu près les mêmes mesures, d'accord, parce qu'on n'est pas là pour souligner non plus artificiellement des différences. Quoi qu'il arrive samedi après-midi, si je gagne, ce que j'espère, Valérie sera avec moi. Si Valérie gagne, je serai avec elle. C'est juste ça. Donc, c'est juste ça. Mais c'est la règle du jeu que nous avons tous acceptée. Mais je reviens quand même sur la flat tax. Le problème de la flat tax, c'est qu'en faisant la flat tax, Éric supprime toutes les niches fiscales. Et finalement... Non, pas toutes. Les niches fiscales à l'impôt sur le revenu. Un tiers. Oui, mais un tiers, mais les 2 autres tiers, c'est sur les entreprises. Un tiers du montant. Oui, mais les autres tiers sont sur les entreprises. Alors, paradoxe. Non, mais attendez, pardon. L'impôt sur le revenu. Attention, l'impôt sur le ne soyons revenu. pas trop techniques. L'impôt sur le revenu rapporte à l'État 79 milliards d'euros. Et il y a 90 milliards d'euros de niche fiscale parce que l'impôt est trop lourd. Oui, mais dont 65 milliards sur les entreprises. Donc je propose qu'on en supprime en volume un tiers, c'est-à-dire 30 milliards. Oui, la Cour des comptes dit la moitié. Mais les 30 milliards sont sur j'imagine, les ménages, puisque c'est sur ta flat tax. Surtout. Aussi, tu augmentes les impôts sur les entreprises. Surtout ceux qui participent aujourd'hui, non, mais en contrepartie, on aura une diminution de l'impôt sur le revenu. Oui, mais là, les 90 milliards de niche fiscale, il y en a 35 milliards sur les ménages et il y en a 60 milliards sur les entreprises. Donc si tu supprimes un tiers, tu supprimes celle sur les ménages. Si tu vas au-delà, tu peux supprimer des niches fiscales sur les entreprises. C'est-à-dire que tu peux faire payer des entreprises, par exemple le crédit impôt recherche. Il y a beaucoup de niches fiscales sur les entreprises. La Cour des comptes souligne qu'il y a 250 niches fiscales qui sont économiquement inutiles. Tout à fait. C'est celles-là auxquelles on s'attaquera, qu'elles soient pour les ménages ou pour les entreprises, celles qui sont inutiles et qui coûtent. En tout cas, s'ils suppriment les niches fiscales, le vrai problème, c'est que malgré la flat tax, les grands perdants, ça risque d'être les familles et les retraités. Parce que les familles et les retraités ont des revenus qui baissent et des dépenses augmentées. Et ils ont beaucoup de niches fiscales qui leur sont dédiées. Donc moi, ce que je veux faire, c'est rebooster notre politique familiale. Et ça, c'est pour moi absolument indispensable. À côté de la hausse des salaires que je veux faire, 10% de hausse des salaires pour que le travail paye et qu'on ait envie de se remettre au travail. Je veux aussi booster la politique familiale. François Hollande et Emmanuel Macron ont laissé détricoter cette fierté française qui était la politique familiale. Et moi, j'y remettrai les 3,8 milliards. C'est un chiffre intéressant parce que ça correspond au chèque inflation d'Emmanuel Macron. 3,8 milliards pour les familles, pour permettre qu'elles puissent avoir des enfants
et les accueillir dans de bonnes conditions. On a 10% de natalité en moins parce que nous avons laissé la politique familiale ne plus être universelle et ne plus concerner toutes les familles. Donc moi, je remettrai des allocations familiales et je doublerai les crédits d'impôt à domicile. C'est une niche fiscale. Je doublerai le crédit d'impôt à domicile pour les familles et les aînés, pour que nos aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Ça aussi, c'est le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui a fait une politique du tout EHPAD. Et le tout EHPAD, ça coûte 4 bras en reste à charge aux familles et ça appauvrit nos retraités. Alors, à part les mesures très précises que vous avez évoquées, je voudrais revenir sur le positionnement général parce que finalement, Éric Ciotti, il a dit et répété, aujourd'hui, les électeurs, ils ont montré qu'ils étaient très à droite, qu'ils étaient presque plus proches d'Éric Zemmour, dans le fond. Et donc, vous, qui n'êtes pas sur la même ligne exactement que Éric Ciotti, est-ce que vous pouvez faire revenir un certain nombre d'électeurs, les Républicains, qui sont tentés par Éric Zemmour, ou est-ce qu'au contraire, si vous êtes élu, ils vont pas partir vers Éric Zemmour? Mais Madame Elkreïef, si nous avons réussi cette primaire, c'est parce que justement, nos militants ont retrouvé dans chacun des candidats des droites qui sont les leurs. La droite, elle n'est pas une et indivisible. La droite, c'est des sensibilités. Un quart Éric Ciotti, un quart Pécresse, un quart Barnier, un quart Bertrand et aussi un certain nombre qui ont voté Philippe Juvin parce qu'ils l'ont découvert et qu'ils ont trouvé qu'il avait du talent. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait ce 4 quarts on ne va pas parler de cuisine ce soir, mais comment est-ce que ce 4 quarts, eh bien, on le rend, j'allais dire, attrayant pour les Français, digeste pour les Français. Et moi, je vais vous dire, ça peut être indigeste. Non, moi, mes 4 quarts sont délicieux. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important de pouvoir ramener toutes ces droites ensemble. C'est comme ça qu'on gagnera face à Emmanuel Macron. Et on a besoin de la droite Ciotti, on a besoin de la droite Bertrand, de la droite Barnier, de la droite Juvin. Je rappelle que Michel, Philippe et Xavier ont apporté leur soutien à ma candidature. Pourquoi ? Parce que je suis à droite, mais je peux rassembler. Et c'est ça ma qualité aussi, c'est d'avoir un programme de droite assumé, sans doute un peu moins à droite qu'Éric, mais sur certaines réformes, je ne partage pas ce qu'il veut. Donc voilà, on n'est pas totalement raccord, on est dans la même famille politique, mais on n'est pas d'accord. Et en même temps, à un moment donné, il faut pouvoir aussi rassembler. Vous savez, Nicolas Sarkozy l'avait dit, on gagne quand on s'élargit. J'ajoute que nous avons aussi nos amis du centre, qu'il va falloir aussi aller chercher à un moment donné. Et puis nous avons aussi un certain nombre d'électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour, qu'Éric pourra faire revenir. Donc le sujet, c'est à un moment donné, c'est de former cette équipe de la droite. Moi, je suis prête à la former. Je pense que j'ai l'expérience des combats difficiles dans ma région, que j'ai gagné contre 5 ministres d'Emmanuel Macron et contre les islamo-gauchistes et une gauche qui avait perdu toute sa boussole républicaine, plus Jordan Bardella, le numéro 2 de Marine Le Pen. Donc je sais mener ces combats. Voilà, je sais rassembler, je sais décider, je sais aussi réformer. Je l'ai prouvé, je ne cède pas face à la rue. Quand il y a eu la réforme des universités à faire, Nicolas Sarkozy me l'a confié parce que personne d'autre ne voulait le faire. Il faut quand même le rappeler. Donc oui, j'ai tenu 9 mois. Et j'ai fait cette réforme qui était la plus difficile du gouvernement Sarkozy. Je sais aussi gérer un budget, et ça va être très important, parce que là, on a 2800 milliards de dettes, plus personne n'en parle. Alors, vous seriez rassembleur, Éric Ciotti, vous seriez assez rassembleur, parce que Valérie Pécresse, elle dit, en fait, autour de moi, tout le monde peut venir. Mais est-ce qu'autour de vous, tout le monde peut venir? Parce que vous êtes clivant, et vous l'avez dit, vous le dites, c'est mon avantage, c'est mon atout. Je veux dire les choses, je suis cash et je suis... Donc c'est clivant. Moi, je pense, c'est une question de positionnement politique aujourd'hui. Je pense qu'on n'aura pas grand-chose à gagner sur le centre par rapport à Emmanuel Macron. Voilà, parce que là-dessus, Macron a un positionnement qui est assez immobile, qui est un discours qui, devant chaque clientèle, distribue des chèques. C'est une forme... Le « en même temps », c'est l'absence de pensée. Donc je ne suis pas certain... C'est ce que ferait Valérie Pécresse, c'est comme ça ? Pas du tout, je parle d'Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas certain qu'on ait beaucoup tactiquement à aller chercher... qu'on pourra aller chercher beaucoup d'électeurs de ce côté-là. En revanche, je le disais tout à l'heure avant que Valérie n'arrive, quand on voit dans les enquêtes d'opinion qu'il y a 35% aujourd'hui qui disent, d'électeurs français, qui disent vouloir voter. J'espère que naturellement, ça sera beaucoup moins, mais vouloir voter Éric Zemmour
ou Marine Le Pen, ça veut dire qu'il faut entendre ce message et y apporter des réponses qui sortent des modes convenus. C'est pour ça que moi, je veux casser les codes. C'est pour ça que, sur l'économie aussi, je souhaite, oui, qu'on baisse l'impôt sur le revenu. Ça veut dire aussi qu'il faut que les mesures de pouvoir d'achat, et on partage les mêmes objectifs, on a peut-être des chemins différents. Moi, je souhaite augmenter le pouvoir d'achat, notamment des retraités, par une diminution des impôts. Beaucoup de retraités paient cette CSG Macron, paient un impôt sur le revenu supérieur à 15%. Et pour les petits retraités, je souhaite qu'il y ait une indexation des retraites. Donc le contre-choc fiscal est important. C'est pour ça que vis-à-vis de ces électeurs, je crois qu'ils attendent aujourd'hui des mesures plus fortes, plus courageuses. Moi, je pense qu'on ne peut pas courageuses. Je reprends toutes les réformes que la droite rêve de faire, y compris la suppression des 35 heures, y compris la réforme de l'assurance chômage, et y compris la suppression des agents publics, des postes publics qui sont dans la bureaucratie. Sur ce point, d'ailleurs, nous étions les deux sur le programme économique. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que les militants ont choisi finalement les deux candidats qui avaient le programme le plus réformateur. C'est peut-être pas par hasard que nous sommes arrivés en tête tous les deux, parce qu'il y a aussi un libéralisme économique assumé qui aussi. Est assumé sur la liberté économique, ça je le dis, et qui je revendique d'ailleurs du programme de François Fillon. J'évoquais tout à l'heure que j'ai échangé avec lui il y a quelques instants. Vous l'avez eu, vous, au téléphone ? Je l'ai eu aussi, et il m'a félicité d'avoir repris une bonne partie de ses réformes économiques, moi aussi. Donc je pense il doit penser que... Et d'ailleurs, nous étions dans un temps plus lointain ensemble aux côtés de François Fillon. C'est vrai. Ce qui a créé quelques liens. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Éric sur le régalien. Il a raison, mais moi je crois que l'omelette, elle s'élargit au debout. Elle s'élargit avec les amis d'Hervé Morin ou de Jean-Christophe Lagarde, qu'on n'a aucune raison de laisser aller chez Emmanuel Macron, parce qu'ils nous ont soutenus pour les régionales et les départementales. Moi, et on en a Lagarde, besoin. Ce sera sans moi. De toute façon, on va essayer de refaire revenir du monde. Et par ailleurs, moi, je veux aussi aller chercher tous ceux qui croient qu'on est condamné au grand remplacement, au grand déclassement. Je veux aussi aller chercher ces Français qui ont peur le soir quand ils rentrent chez eux. Moi, je suis la présidente de la région la plus minée, à la fois par la violence et par le risque islamiste. J'ai pris cette compétence à bras-le-corps depuis 6 ans. J'ai créé, par exemple, pour les écoles, où aujourd'hui on voit bien que nous avons des rixes de bandes et des intrusions, des brigades régionales de sécurité pour les lycées, qui aujourd'hui sont en train d'être copiés, y compris en Rhône-Alpes-Auvergne. Donc je prends ces sujets à bras-le-corps. J'ai créé la première charte de la laïcité pour arrêter qu'on verse des subventions à des associations qui avaient des salles de prière dans les arrière-salles de l'association, et qui faisait du prosélytisme islamiste. J'ai créé un mouvement de lanceurs d'alerte dans le milieu sportif. Donc sur ces sujets-là, je suis d'airain. Et j'ai fait 2 lois constitutionnelles. Ce que j'ai mis sur la table, avec Frédéric Pechnard, avec Patrick Stefanini, avec Brice Hortefeux, qui sont, j'allais dire... les sarkozystes historiques. Sarkozystes historiques et fillonistes historiques, qui m'ont aidé... Historique. Je crois en faire Patrick Stefanini, mais pas Brice Hortefeux. Filloniste historique, Hortefeux et Pechnard, Sarkozy historique. C'est eux, avec Thibault de Montbrial, qui m'aident à faire mon programme régalien. Oui, donc franchement, mon programme régalien n'a pas grand-chose à envier en fermeté à Éric, mais il est différent. C'est vrai que sur le droit du sang, on n'est pas d'accord. Sur le droit du sang, je ne suis pas d'accord, parce que moi, j'ai au cœur la devise de la Légion étrangère, français par le sang versé, pas par le sang reçu. Mais je mets un bémol, et c'est là qu'on est quand même assez proche. Je refuse le droit du sol automatique. Je demande qu'à 18 ans, les jeunes qui sont nés de parents étrangers demandent la nationalité française et qu'on fasse un examen de leur assimilation, qu'on vérifie qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, par exemple, parce que c'est juste pas possible. On peut pas avoir des jeunes qui veulent devenir français et qui ne respectent pas la France, n'aiment pas la France. Alors, bon, voilà, il y a une forme de fermeté très affirmée, avec des différences sur le droit du sang, par exemple. Mais sur le sang reçu, on est toujours français par le sang reçu. Ça fait partie par le sang versé. Une des acquisitions de la nationalité. La Légion étrangère, c'est par le sang versé, pas par le sang reçu. C'est le sang reçu, en tout cas, est un mode d'acquisition de la nationalité. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on rompe justement avec le hasard
de l'acquisition de la nationalité française. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, l'île de Mayotte. Il y a plus d'étrangers désormais à Mayotte que de ressortissants de nationalité française. Pourquoi ? Parce que depuis les Grandes Comores, on le sait, les personnes viennent accoucher à Mamoudzou. Oui, mais ce que je souhaite, c'est que ça soit partout sur le territoire national. C'est-à-dire qu'on ne devienne plus français par hasard. Le droit du sang, il s'applique en Suisse, ce n'est pas une tyrannie insupportable. Il était à la base du Code civil napoléonien. En fait, Austerlitz, aujourd'hui, c'est une belle journée. Donc, il y a eu quand même dans ce Code civil qui a perduré jusqu'à la fin du 19e siècle, ce mode d'acquisition de la nationalité qui fait qu'on le devient, oui, d'abord par le sang ou par la naturalisation. C'est-à-dire, et moi, c'est un mode aussi que je souhaite privilégier, au-delà de la filiation, c'est dire, il faut qu'on vérifie que quelqu'un qui veut devenir français ait les qualités pour le devenir, aime la France, connaisse notre langue, notre histoire, respecte les principes qui fondent l'égalité entre les hommes et les femmes, considère qu'il n'y a pas de loi religieuse qui soit supérieure aux lois de la République. C'est tout ça qu'il y a derrière. Parce que derrière, on voit bien que notre modèle d'assimilation, alors il faut le travailler. Et il faut pour cela aussi réduire l'immigration, mais notre modèle d'assimilation, il a été aussi fragilisé parce qu'on a donné un peu, de façon un peu sans doute trop excessive, voire trop hasardeuse, la nationalité au travers du droit du sol. Madame Elkrief, juste, je voulais être sûre, on va avoir le même temps de parole devant vos auditeurs. Absolument. À un moment donné, vous m'interrogerez moi toute seule. Absolument. Non, c'est juste pour savoir, parce que là, j'avais le sentiment que... Non, pas du tout. on était en train... J'allais libérer Éric Ciotti. D'accord. Mais j'avais une dernière bien. question. J'avais une dernière question qui était, bon, alors, vous pourrez vous rassembler très clairement samedi vous l'avez à vu, 14h30. on partage une bonne partie de notre socle de valeurs. Après, c'est des questions de différence, mais on veut ramener l'ordre, moi je pense. Nous voulons ramener l'ordre. Nous voulons remettre la France sur pied, en finir avec les déficits et la dette. Donc nous avons un cap qui est, à mon avis, assez clair. Après, nous avons des divergences et j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, vous dites pareil. Qu'est-ce que vous dites ? Bien sûr, le socle commun, c'est l'histoire de notre famille politique. Je l'ai dit tout à l'heure, le gaullisme, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, des pages magnifiques qui ont été écrites par notre famille politique pour les femmes, pour la liberté économique, pour notre industrie, pour la sécurité, où nous avons été beaucoup plus performants. Donc, si elle est élue, vous travaillerez avec elle et vous ferez sa campagne. S'il est élu, est-ce que vous travaillerez avec lui et vous ferez sa campagne ? C'est la deuxième fois que vous nous posez la question. Hein. On a déjà répondu. Je sais, mais bon, quand même, non, mais c'est attendez, important. On a l'impression que vous espérez une réponse contraire. Mais pas du tout. Attendez, moi, j'espère rien du tout. J'essaye de... Le vrai drame pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est que justement, on est unis. C'est ça votre problème. On va faire cette campagne. C'est pas notre problème, c'est leur problème peut-être. Leur problème. Ah oui, d'accord. Leur problème. Non, mais votre problème, parce que c'est la deuxième fois que vous nous posez la question, donc vous avez vraiment très envie qu'on vous réponde non. Donc je vous dis aujourd'hui la vérité, c'est qu'on sera unis. Cette campagne, on va la faire ensemble, on va gagner ensemble et on va aussi gouverner ensemble, même si ça choque de l'entendre, parce que la droite est de retour. Merci, vous êtes d'accord. Merci beaucoup Éric Ciotti, je vous libère. Parce Merci. que maintenant c'était le moment de Valérie Pécresse et je précise que ça n'était pas prévu, que ça a été improvisé. Et je vous en remercie beaucoup tous les deux. Bien. Et c'était très bien parce que je pense que vous aviez envie aussi de le faire. Vous étiez capable de le faire au sens où chacun avait envie d'exposer aussi un peu les différences et les ressemblances. Et ça c'est bien apparu dans cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Et moi je voudrais revenir avec vous, Valérie Pécresse, sur le fait que, comme femme, je vous avais dit sur ce plateau, est-ce que la droite est capable de voter pour une femme, de choisir une femme ? Et il y avait un doute peut-être. Qu'est-ce que vous en dites ce soir ? Que c'est quand même encore audacieux. Vous savez, la famille gaulliste ne s'est jamais dotée d'une candidate femme à l'élection présidentielle. Jamais. Donc c'est encore une audace. On va demander aux adhérents d'être audacieux demain. D'être audacieux. Et moi, je voudrais les rassurer. Je voudrais leur dire que s'ils regardent aujourd'hui Emmanuel Macron, ils ont un beau parleur qui donne des leçons à la terre entière. Et pourtant, la France ne se prend que des camouflés. Et avec moi, ils auront une femme qui tient
et une femme qui fait. Alors, c'est vrai que quand on regarde Angela Merkel, peut-être que certains Français se disent Emmanuel Macron, il parle mieux qu'Angela Merkel. Il parle peut-être mieux, mais Angela Merkel, pendant 17 ans, elle n'a fait qu'une seule chose. Elle a défendu les intérêts des Allemands. Aujourd'hui, l'Allemagne est plus riche, l'Allemagne est plus prospère, l'Allemagne est plus unie qu'il y a 17 ans. Donc ce que je veux dire, Angela Merkel française. ce que je promets à ceux qui me choisiront, c'est que je sais rassembler, je sais décider, je sais gouverner et que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 mandats que nous avons des présidents qui n'étaient pas prêts à gouverner le pays. Ils ont parlé, ils continuent de parler. Mais le résultat, c'est quoi? C'est un pays à genoux, avec 2800 milliards de dettes qu'il faudra bien un jour rembourser, avec 200 milliards de déficit, avec une balance commerciale industrielle déficitaire, une balance agricole déficitaire. Ça veut dire que la France aujourd'hui, elle n'est pas respectée parce que ce n'est plus une grande puissance économique. Et c'est pour ça que nos alliés nous bafouent. C'est pour ça qu'on perd des contrats. C'est parce qu'on n'est plus assez puissant. Et on ne respecte pas un pays qui ne sait pas ramener l'ordre dans sa rue, qui ne sait pas ramener l'ordre à sa frontière, qui ne sait pas gérer son budget. Et donc, un pays qui va aussi demander des aménagements au pacte de stabilité alors que les autres sont vertueux. Vous voyez, on n'est pas respecté. Moi, je ferai respecter la France. Et en fait, vous dites aussi, comme femme présidente, je peux faire respecter la France. Je crois que vous avez dit une phrase, il y a un malentendu, c'est que je suis blonde. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Non, ce que je veux dire, c'est que une femme qui tient, c'est souvent très courageux. Une femme qui veut faire, elle trace son sillon droit. En tout cas, c'est ma conception du leadership. Alors, c'est vrai que c'est pas un leadership tonitruant, mais je tiens bon. Et je tiens, et je ne recule pas, et je n'ai pas la main qui tremble. Et par ailleurs, face aux ennemis de la République, on l'a vu dans ma région, eh bien, j'ai été en première ligne. C'est moi qui, depuis le début, ai dénoncé ces zones de non-France, ces zones de non-droit, ces quartiers ghettos, en demandant, dès 2017, à Emmanuel Macron, qu'on fasse un plan sur 10 ans pour les détruire, avec un plafond anti-ghetto, pour qu'on remette des classes moyennes dans les quartiers, pour que l'ascenseur social y fonctionne, pour qu'on puisse s'y assimiler. C'est pas possible de s'assimiler dans un quartier dans lequel on ne parle plus le français, dans lequel les enfants parlent le français 6 heures par jour, 4 jours par semaine à l'école. Donc, sur tous ces sujets régaliens, je revendique une vraie pensée et une vraie antériorité. Alors, mes solutions sont sans doute moins radicales que celles d'Éric, mais elles sont très fermes et elles sont très justes. Est-ce que vous dites que finalement les siennes, elles seraient irréalisables, entre guillemets, elles seraient compliquées à réaliser, alors que les vôtres seraient plus réalisables? Sur le droit du sang, c'est clair que ça oppose 2 catégories de Français. Ça oppose ceux qui sont nés en France de parents français et ceux qui sont nés en France de parents étrangers. Moi, je veux que tous les habitants de la France puissent avoir le même droit à devenir français, mais qu'ils le demandent. Mais qu'ils le demandent et qu'ils s'assimilent. Vous savez, en Allemagne, ils avaient le droit du sang. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce que ça créait 2 catégories d'Allemands. Et c'est pas possible d'avoir 2 catégories d'Allemands. Quand vous dites « je suis la candidate du faire », ça veut dire que vos solutions seraient plus réalistes. Je répète ça, c'est-à-dire seraient plus concrètes. Parce que je me souviens, dans le débat, quand on a parlé du grand remplacement, quand on a parlé du moratoire sur l'immigration, mais je vous donne un exemple. Vous avez dit l'immigration zéro, ça n'existe pas. Donc bon, il y avait une forme aussi, une manière de dire « attendez, vous parlez beaucoup, mais… » ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, Éric Ciotti est arrivé en tête. Donc c'est ça qu'attendent les militants. Il a eu 25,6% des voix. Il y a quand même 75% des voix qui ne se sont pas portées sur Éric. 75% qui ont préféré Barnier, Bertrand, Pécresse et Juvin. Ça fait quand même une grande masse de militants. J'ajoute, je donne un exemple très concret, les places de prison. Bon, disons qu'Éric veut sûrement en construire beaucoup plus que moi. Moi, j'en propose 20 000. Mais le problème, c'est pas le nombre. Le problème, c'est quand elles sortent. Et moi, j'ai revendiqué de dire, elles sortiront pas avant 3-4 ans, le temps qu'on les construise, même en partenariat public-privé. C'est mon métier. Je construis des lycées, je construis des équipements publics. Je sais combien de temps on mettra à les sortir. Alors, qu'est-ce que je propose? Eh bien, qu'on réquisitionne des casernes, des hôpitaux, des hôtels, et qu'on mette sous bracelet électronique